Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet fascinant. Ces savoirs anciens qui semblent parfois défier le temps. Oui, bonjour. On va se pencher sur des découvertes, des textes aussi, tirés des chroniques des civilisations disparues. Des choses qui suggèrent des connaissances assez étonnantes pour leur époque. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer ensemble quelques cas intrigants, voir ce qu'ils nous apprennent sur des savoir-faire peut-être oubliés. Hein. Tout à fait. Et ça nous pousse à questionner un peu notre vision linéaire de l'histoire des sciences. On découvre parfois des pics de savoir assez inattendus. Commençons fort avec le fameux mécanisme denticitaire. Alors ça, c'est une histoire incroyable. Découvert en 1901, c'est ça? C'est ça. Près de l'île grecque d'Anticythère par des pêcheurs d'éponges. Au début, ils ont trouvé ces fragments métalliques tout corrodés. Et on pensait que c'était des bouts de statues ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Il a fallu attendre que Valerios Stais, un archéologue, examine ça de plus près pour réaliser qu'il y avait des engrenages, quelque chose de mécanique. Mais la restauration, ça n'a pas dû être simple. Avec le calcaire, les pièces manquantes. Ah non, ça a été un vrai défi. Les techniques de l'époque étaient limitées, il a fallu attendre l'après-guerre et les travaux d'un certain Derek de Sola Price. Ah oui, Price, un physicien devenu historien des sciences, si je me souviens bien. Exactement. Et lui, il a utilisé de nouvelles méthodes comme le dérouillage électrolytique. C'est là qu'on a vraiment commencé à comprendre. Et alors, qu'est-ce que c'était, au final? Pas juste un astrolabe. Il a même parlé d'ordinateur antique. Ça date d'environ 80 avant Jésus-Christ. Un ordinateur? Carrément. On imagine quoi? À boîtier et des cadrans. Oui, en boîtier, sûrement en bois à l'origine, des cadrans gravés devant et derrière, et surtout, à l'intérieur, un enchevêtrement de roues dentées en bronze. Très complexe. Price avait cette formule choc, non? Quelque chose comme trouver ça, c'est comme découvrir un avion à réaction dans la tombe de Toutankhamon. C'est exactement ça, et ça montre bien l'ampleur de la surprise. Ce qui le rend si avancé, c'est sa capacité à modéliser les cycles astronomiques connus des Grecs. Le Soleil, la Lune. Avec des engrenages. Oui, un système d'engrenage très ingénieux. Et surtout, la découverte clé de Price, c'est la présence d'un mécanisme différentiel. Un différentiel, c'est-à-dire? Et c'est un système d'engrenage qui permet de calculer la différence entre deux mouvements. Ici, probablement pour modéliser le mouvement de la Lune par rapport au Soleil. Ça permettait sans doute de prédire les éclipses ou de gérer les calendriers, comme le fameux cycle métonique de 19 ans. Et ça, c'est rare pour l'époque. C'est plus que rare, c'est stupéfiant. Ce type de mécanisme complexe, on pensait qu'il n'était apparu en Europe que bien plus tard, vers le XIVe siècle. Donc là, on a un saut technologique de plusieurs siècles. C'est vraiment unique pour l'Antiquité. Incroyable. Alors passons à un autre domaine qui pose question. La cartographie ancienne. On parle souvent de la carte de Piri Reis, un amiral turc début du XVIe siècle. Oui, 1513. Cette carte est célèbre parce qu'elle montre des côtes, notamment l'Amérique du Sud, avec une précision assez étonnante pour l'époque. Et surtout, elle inclut une représentation de ce qui pourrait être l'Antarctique, mais sans glace. Sans glace. Hein. Ce qui suggérerait une connaissance très ancienne d'avant la glaciation. Cette hypothèse controversée, popularisée par Charles Hapgood, qui est cité dans nos sources, Piri Reis lui-même dit qu'il a utilisé des cartes sources plus anciennes, une vingtaine environ. Des portulans, c'est ça? Oui. Hapgood pense que ces sources, ces portulans, étaient peut-être ici d'une civilisation maritime bien antérieure, disparue depuis. Une civilisation qui aurait eu des connaissances cartographiques très avancées. Avancé comment? Qu'est-ce qu'il fait dire ça? Il suggère qu'il maîtrisait la trigonométrie sphérique, essentielle pour projeter la Terre ronde sur une carte plane, et qui connaissait la circonférence de la Terre avec une bonne précision. Ah oui? Et le détail intéressant, c'est qu'une certaine erreur dans le calcul de cette circonférence, souvent attribuée à Ératosthène et transmise via l'école d'Alexandrie, semble se retrouver sur la carte de Piri Reis. Ce qui pourrait indiquer une filiation, une transmission du savoir via Alexandrie? Voilà, c'est l'idée, que des bribes de ce savoir ancien auraient survécu et auraient été utilisées par Piri Reis. Mais bon, il faut être prudent. Hein. Beaucoup d'historiens soulignent aussi les erreurs et les distorsions importantes sur cette carte, non? Ce n'est pas une photo satellite non plus. Ah, mais tout à fait, c'est là tout le débat. La carte n'est pas parfaite, loin de là. L'argument de Hapgood, ce n'est pas tant la perfection, mais plutôt l'existence de connaissances géographiques et mathématiques qui semblent anachroniques, qui suggèrent une tradition cartographique sophistiquée bien avant Ptolémée, même si elle nous est parvenue de façon fragmentée et déformée. Et ce n'est pas un cas isolé. Piri Reis, les sources mentionnent d'autres cartes un peu étranges. Oui,
Il y a par exemple la carte d'Oronteus Finneus de 1531 qui montre aussi une Terre au pôle sud, ou celle des frères Zéno, plus ancienne, qui dépeint un Groenland sans sa calotte glaciaire. Ou encore Ibn Ben Zara au XVe siècle, dont les cartes de la Méditerranée montrent des détails qui font penser à une géographie de fin d'ère glaciaire. Donc tous ces éléments mis bout à bout. Ils nourrissent cette hypothèse d'un savoir géographique hérité d'une civilisation avancée, peut-être il y a 6000, 10 000 ans, un savoir qui aurait transité de manière fragmentaire par des grands centres comme Alexandrie ou Carthage. Alors, pour résumer un peu, d'un côté, le mécanisme denticitaire, une prouesse mécanique inattendue pour l'Antiquité. De l'autre, ces cartes anciennes qui suggèrent une connaissance géographique peut-être bien plus vieille que ce qu'on admet généralement. C'est exactement ça. Ce sont des exemples frappants qui nous invitent à, disons, une certaine humilité. L'histoire des savoirs n'est peut-être pas une progression continue et linéaire. Il y a eu des pics, visiblement, et peut-être aussi d'importantes pertes de connaissances. Et quelles leçons en tirer finalement? Une pensée pour conclure. Ça nous interroge, non? Si des savoirs aussi pointus ont pu être atteints puis largement oubliés pendant des siècles, qu'est-ce qui nous dit que tout notre savoir actuel sera préservé? L'histoire, c'est peut-être moins une accumulation tranquille qu'une série d'oublis et de redécouvertes, quoi. Combien d'autres avions à réaction dorment encore dans les tombeaux du passé?